Bienvenue à vous pour l'échiquier international qui reprend après une petite semaine de pause. Nombreux événements internationaux durant cette petite semaine s'en sont découlés. Ce soir, nous en avons sélectionné un parmi d'autres, lesquels au-delà du fait lui-même, est peut-être un syndrome de ce que sont les États-Unis d'Amérique. Que révèle justement l'assassinat de Charlie Kirk? Et qu'est-ce qu'on sait du suspect interpellé? Charlie Kirk, militant conservateur, influenceur et proche allié du président américain Donald Trump, a été abattu mercredi alors qu'il s'exprimait lors d'un événement dans une université de l'Utah. De nombreux éléments restent flous concernant cet incident tragique. On se souvient que Donald Trump, durant sa campagne, a été aussi la cible de tirs. Que cache donc cette violence politique aux États-Unis? Y a-t-il vraiment deux Amériques irréconciliables dans un pays où le port des armes à feu est défendu par le deuxième amendement? On le rappelle, cela laisse très sceptique, pour ne pas dire inquiétant, pour le futur du pays. On en parle, à tout de suite. Tyler Robinson, le nom du tireur isolé qui a été arrêté vendredi, issu d'une famille mormone, 22 ans, amateur de jeux vidéo et de voitures. Le suspect, dénoncé par ses proches, se serait politisé récemment. Est-ce que l'affaire est pour autant terminée? Et qu'est-ce qu'elle dit sur les États-Unis d'Amérique, pays où la guerre de sécession, en termes de débat houleux, ne s'est jamais vraiment estompée? C'est l'ensemble de ces questions que nous allons soumettre à notre invité du jour, Manuel Pouchelet. Bonsoir, analyse des questions internationales, bienvenue. Bonsoir monsieur et merci pour votre invitation. Alors Manuel Pouchelet, en plus vous connaissez bien les États-Unis pour y avoir vécu et étudié. On se souvient, on l'a dit, du tir en Pennsylvanie pendant la campagne du candidat Trump en juillet 2024, l'ayant touché à l'oreille. Le mandat de Trump avait presque commencé sous les auspices de la violence. Est-ce que pour autant l'assassinat de Charlie Kirk dénote d'un fait authentiquement américain, ou vous y voyez-vous autre chose? Vous savez, la campagne de Donald Trump a, on va dire, déchaîné les passions aux États-Unis. Vous l'avez dit dans votre message introductif, il y a une forme de camp qui s'oppose. Et là, je vais aller au-delà. Je ne pense pas que ce soit entre républicains et démocrates, même si cela a toujours existé. Maintenant, je pense que si vous voulez, aujourd'hui, vous êtes dans une configuration où les États-Unis sont également prises à certaines contradictions au niveau sociétal, où il y a un refus, on va dire, de certaines différences, où il y a un rejet, et ce rejet, il s'exprime avec l'utilisation d'armes. Et le fait aussi, peut-être qu'aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a une forme de décomplexion à utiliser la violence ou même des mots particulièrement agressifs ou un vocabulaire grossier pour dire que quand les choses ne nous plaisent pas, au moins l'interlocuteur le sait. En ce qui concerne ce meurtre, on va dire, de Charlie Kirk, il a défendu ses idées, il est allé jusqu'au bout et puis finalement il est mort avec ses idées. Quand vous regardez bien, il est mort d'une balle dans la tête. Maintenant, c'est une Amérique à la gorge. Aujourd'hui, à la gorge, pardon. C'est une Amérique qui ne va pas bien, c'est une Amérique qui souffre, c'est une Amérique en même temps où il est difficile de comparer certaines choses par rapport à notre regard, aussi bien en Europe ou dans tout autre continent du monde. Nous avons affaire aussi au milieu universitaire qui, je vous le rappelle, ces derniers temps s'est montré particulièrement anti-Trump. On a eu des professeurs qui ont été exclus de ces universités. On a eu également des mouvements de contestation, notamment liés à ce qui se passe en Palestine. Donc, si vous voulez, on est dans un milieu contestataire et malheureusement, il semblerait que la violence soit, on va dire, ce mode d'expression, et cela devient assez inquiétant. Mais vous savez, quand vous regardez bien l'histoire des États-Unis, que ce soit, vous avez parlé de la guerre de sécession, et même après, il y a toujours eu cette forme de violence, puisque pour faire taire les leaders politiques, je pense à Malcolm X, je pense à Martin Luther King, je pense également au président Kennedy, ils sont morts dans une mort violente, c'est-à-dire avec des assassinats ou des tirs par arme à feu en tout cas. Il y a 13 présidents américains qu'on a tenté d'assassiner au cours de l'histoire des États-Unis d'Amérique, on le rappelle quand même. Alors vous avez dit, il ne faudrait peut-être pas faire l'amalgame avec ce qui se passe en France, pourtant, ou en Europe. Pourtant, en Europe, on a observé que cet assassinat avait enflammé aussi les cercles militants européens. On a vu une espèce de phénomène de contagion des esprits de certains cercles politiques étiquetés à droite, même à gauche d'ailleurs. De toute façon, cet événement américain ne va pas laisser indifférent, bien entendu, les extrêmes, on va dire, en Europe.
puisque je rappelle que les extrêmes en Europe sont également le berceau de certaines idées, d'ailleurs, dont on a vu les résultats. Il y a quand même eu la Seconde Guerre mondiale, et puis ensuite, aujourd'hui, il y a une Europe qui ne va pas bien. En fait, quand vous regardez bien toute cette convergence des flux, c'est une Europe, c'est une classe moyenne qui souffre, c'est une classe moyenne qui n'arrive plus à subvenir à ses besoins, c'est une paupérisation, c'est une dégradation, on va dire, c'est une décote. Et en même temps, ce personnage américain était le porte-parole de cette décote. Bon, après, il s'est rallié à Donald Trump, hein, mais bon, ça c'est, j'allais dire, il faut bien séparer les choses, hein. Mais après, côté européen, ce qui est quand même dangereux, c'est qu'il y a une décomplexion de la parole. D'ailleurs, même, vous avez un nouveau mot qui a été utilisé il y a encore quelques mois, je vais peut-être dire un peu plus d'un an maintenant, on parle d'ensauvagement. Donc, vous voyez, quelque part, c'est ce récit on va dire, où on est également dans une société qui est hypermédiatisée, avec une circulation de l'information, mais en même temps, il y a aussi une forme de sensationnalisme, excusez-moi, qui est recherchée pour diffuser ce genre d'informations. Maintenant, la décomplexion de la parole est une réalité. On voit les affrontements politiques, que ce soit en France ou dans d'autres pays. Pensez notamment à ce qui se passe également en Allemagne avec l'AfD et puis également cette chasse aux migrants. Donc, quelque part, ce qui se passe aux États-Unis n'est ni plus ni moins qu'une on retrouve, on va dire, cette caisse de résonance en Europe, bien entendu, mais en même temps, vous pouvez ajouter aussi, face à ce phénomène, c'est-à-dire cette décomplexion de la parole, où quand on n'est pas d'accord, on le dit une fois sur les réseaux sociaux, deux fois, et puis malheureusement, après, on constate qu'on passe à l'acte, avec des actes violents. Un mot de ce Charlie Kirk quand même, alors un militant conservateur, un des plus en vue aux États-Unis, allié de confiance du président Trump, âgé de 30 ans, un peu plus je crois, abattu lors d'un événement à l'université de l'Utah où il répondait justement à une question sur la violence politique. Un mot sur son positionnement, vous l'avez dit, vous en avez peut-être fait le bref portrait. En tout cas, il se dit lui-même homme blanc, chrétien, anti-LGBT. Lui-même, dans ses interventions, il parlait de sa devise favorite, Dieu, famille, patrie. Ça rappelle quelques événements de l'histoire. Il a été anti-palestinien, pro-sioniste jusqu'à récemment. On voit, hein, c'est une figure quand même clivante, c'est le moins qu'on puisse dire, Manuel Pouchelet. Oui, c'est une figure clivante, mais en même temps, ça vous fait peut-être penser au fameux mouvement WASP, vous savez, White Anglo-Saxon Non-Protestant. Donc, c'est pas une nouveauté aux États-Unis, hein, c'est cette affirmation de soi par rapport à certains courants. Bien entendu, c'est véhiculé. Alors ici, que ce soit dans une université, c'est pas non plus le fruit du hasard, puisque l'objectif, c'est de toucher, excusez-moi, la jeunesse, et en même temps de diffuser, parce que c'est un jeune, vous l'avez très bien dit, mais les jeunes aujourd'hui, vous savez, à défaut de communiquer sur les réseaux sociaux, maintenant, ils se positionnent également dans des meetings. Et aujourd'hui, on va souhaiter savoir pourquoi il a souhaité faire ce meeting. Est-ce que derrière cet État, il y avait une forme de conquête où il pouvait se sentir en sécurité? Parce que quand vous regardez le découpage électoral des États qui étaient ralliés à Donald Trump, il y en avait énormément. Maintenant, l'Utah est un État particulier, il a une économie qui est, on va dire, assez discrète par rapport aux locomotives que sont les États de New York ou même ceux qui sont situés à l'ouest, je pense principalement à la Californie, et en même temps, dans cette espèce d'Amérique, on va dire, un petit peu centrale, on a très peu d'échos et malheureusement, les derniers échos que l'on ait eus récemment, quand on regarde l'histoire américaine, c'est malheureusement des scènes de violence comme on y a assisté il y a quelques jours. Maintenant, il y a cette mobilisation américaine où il y a quand même les drapeaux qui sont mis en berne pour on va dire, ce personnage. C'est quand même un message fort de l'administration Trump, excusez-moi, envers les Américains. Maintenant, je pense qu'il y en aura d'autres, malheureusement. On sait que c'est une présidence qui a commencé avec une forme de violence. Vous avez parlé de la campagne électorale. Aujourd'hui, on a la suppression de ce monsieur Kirk, et demain, il y en aura sûrement d'autres. Je pense que malheureusement, l'Amérique de Donald Trump est une Amérique où il en a fait son slogan, le fameux MAGA, Make America Great Again, et on en voit les conséquences avec cette forme d'extrémisme qui ne dit pas son nom, mais qui est bien là et qui n'est pas caché et qui est même revendiqué. Mon administration retrouvera tous ceux qui sont responsables de près ou de loin. La violence politique de la gauche politique qui a fait du mal à trop de personnes et pris trop de vies, a déclaré le président américain Donald Trump, bien avant le résultat de l'enquête ou l'interpellation du tireur isolé. On crie déjà à la vengeance alors que sous d'autres cieux, on aurait peut-être attendu les résultats de l'enquête.
Là, on le voit, hein, tout le monde, Steve Bannon, J.D. Vance, même le cercle de Trump, désigne la gauche, même en Europe, on désigne la gauche comme étant peut-être celle qui a armé le tueur d'une certaine manière. C'est difficile à dire. De toute façon, dès qu'il y a une opposition aux États-Unis, pour les républicains, c'est toujours la gauche. Ce qu'eux, ils appellent les socialistes. Mais en même temps, avec un côté, on va dire, on ne peut plus critique, si vous voulez. Maintenant, quand on regarde bien cette enquête, elle a été relativement rapide, puisque cette personne a été dénoncée par son propre entourage. Et en même temps, on s'aperçoit, c'est difficile, vous savez, là, on réagit à chaud, de désigner le pourquoi du comment et comment cela se fait. Mais en même temps, il y a quand même un message qui a été fort, il y a une chasse à l'homme qui a été immédiate, et cela vous fait sûrement penser à peut-être à certains films américains où justement on voit ce genre d'action où la société est capable de se mobiliser pour dénoncer le coupable, l'arrêter, et puis, enfin, lui, il sera peut-être exécuté, on ne sait jamais, mais bon, vous savez, la notion de violence américaine est une réalité, et malheureusement, c'est une forme de banalisation. Maintenant, on n'en parle pas souvent sous nos latitudes, que ce soit en Europe ou même dans d'autres continents de par le monde. Mais l'Amérique, si vous voulez, en ce moment ne va pas bien, puisque la politique de Donald Trump est relativement excluante. Et je pense que les opposants à cette politique excluante ont malheureusement peu de place dans l'espace, on va dire, public, que ce soit médiatique ou même d'autres positionnements. Et malheureusement, on assiste à ce genre d'action qui, de toute façon, trouvera son écho. Maintenant, il faut que l'enquête se fasse. Quelles vont être les preuves qui vont être trouvées? Il y aura une fouille, bien entendu, du domicile du tireur. On aura des interrogatoires de son entourage, le pourquoi du comment. Mais vous savez, aujourd'hui, on a toujours tendance à ramener un petit peu trop rapidement. Ces personnes se politisent, on va dire, sur Internet ou se radicalisent sur Internet. Maintenant, il est certain que le poids des réseaux sociaux est aujourd'hui un incontournable pour lequel les enquêteurs sont obligés, on va dire, de prendre des mesures nécessaires. Maintenant, de là à désigner la gauche, c'est un petit peu trop rapide, on va dire, en jugement. C'est un jugement un peu trop hâtif. Il faudra bien entendu voir également quels pourraient être les autres mouvements qui, pour l'instant, ne se sont pas encore déclarés ni exprimés sur la question. Mais ce qui interpelle, vous avez parlé de culture proprement américaine, c'est que les figures politiques, les responsables politiques comme J.D. Vance, comme Steve Bannon, l'ancien conseiller à Trump, eux, n'encouragent pas une forme de distanciation, de lucidité, de sobriété attentiste en attendant les résultats d'une quelconque enquête, mais ils désignent tout bonnement cette Amérique totalitaire de gauche, socialiste, comme vous avez dit, qui, comme je l'ai dit précédemment, a armé forcément le tireur ou le tueur présumé. Cela n'augure rien de bon pour le futur de ce pays. Si il y a le moindre incident, le moindre fait divers, on verra ce qu'il en sera, mais le moindre fait divers qui peut pousser à la fièvre de toute une administration, de tout l'organigramme politique de tout un pays, ça prouve que les tissus anthropologiques et sociologiques du pays laissent quand même laissent des vues très inquiétantes par rapport à la suite. Oui, ce sont des vues inquiétantes. De toute façon, regardez, on va dire, pour commencer, à la base, regardez la violence de la photo officielle de Donald Trump. Regardez son regard. Vous êtes intimidé par ce regard quand vous arrivez à la frontière, on va dire aéroportuaire aux États-Unis, peu importe l'aéroport, quand vous voyez ce regard qui est sévère, qui est même défiant. Forcément, il ne plaît pas à tout le monde, ce regard. Ensuite, vous évoquez tout ce que vous venez de me dire. Il y a un message inquiétant. On est dans une Amérique qui ne va pas bien. On a un programme BAGA qui, je vous le rappelle, ne fonctionne pas. On a des industries qui périclitent. On a en même temps des gens qui se mettent énormément d'argent parce qu'ils sont dans des secteurs d'activité qui le permettent. Mais en même temps, on a un système de plus en plus excluant, c'est-à-dire on va dire, les gens ont beaucoup de mal à conserver leur place dans la société avec une forme de paupérisation qui va à la vitesse d'un cheval au galop, et c'est ça qui est inquiétant. Et aujourd'hui, il y a un refus. Il y a un refus en France. Regardez, il y a eu une manifestation le 10 septembre, le 10 septembre, pour justement exprimer ce refus. Il y en aura une autre le 18. Donc, si vous voulez, en France, on manifeste, aux États-Unis, il y a des meetings, et puis malheureusement, il y a des tirs d'armes à feu. Voilà. Maintenant, je pense qu'on est quand même dans un pays où l'expression des armes, vous l'avez mentionné avec le deuxième amendement, est une réalité, et même tous ceux qui ont tenté d'essayer de toucher
à cette cause ont été rapidement écartés. Mais là, vous m'avez parlé des leaders politiques et des leaders de première ligne, ce qu'on appelle les faucons aux États-Unis. Ils font bloc autour du président américain qui, de toute façon, a décidé et décide vite. Vous regardez Donald Trump, c'est un homme d'action. Hein, c'est pas un homme de parole, sauf dans les médias où il y a une communication qui est relativement clivante. Mais je pense que peut-être ses conseillers vont peut-être lui suggérer, si vous voulez, de peut-être baisser d'un ton. Regardez, il a même des craintes, puisque il y a encore quelques semaines, il avait déployé la garde nationale au niveau de la capitale, qui est Washington, D.C. Donc c'est quelque chose qui a des messages inquiétants. Il met également, il fait cohabiter toujours ces services spécialisés que sont la CIA et le FBI, qui aujourd'hui sont amenés à faire de nombreuses recherches, qui ont besoin de s'entourer, mais en même temps, vous savez, ce sont les erreurs des présidents américains, je pense à Bush notamment, puisqu'il y a eu, vous savez, les fameux attentats du mois de septembre 2001, qui avaient mis en compétition et en concurrence ces deux services. Donc, quelque part, afficher une unité aux États-Unis devient difficile. Le président Trump est quelqu'un qui a été chef d'entreprise, qui a fait fructifier certaines affaires, mais n'oublions pas que certaines affaires ont aussi périclité, et même avec certaines faillites, on va dire, suffisamment importantes. Aujourd'hui, les États-Unis sont en quête de résultats. Ils veulent des résultats, mais c'est un indicateur intéressant pour la politique MAGA qui est mise à mal. Sachons-le, parce que nous sommes encore assez loin des midterms, mais quand on regarde le calendrier, on s'en rapproche à grands pas. Alors on l'a dit, hein, les motivations du tueur ou du tueur présumé demeurent inconnues. On l'a dit, le jeune homme âgé de 22 ans, amateur de jeux vidéo, républicain, mais le tir lui-même n'est pas celui d'un débutant, même un amateur de chasse, puisque, d'après ce que l'on sait, le tir a été effectué à une certaine distance. Ça laisse quand même interrogateur pour un personnage banal ou un jeune homme particulièrement pas vraiment bercé dans les armes à feu. Et vous allez me dire, vous, ce que vous en pensez, puisque vous êtes connaisseur des armes à feu. L'arme utilisée contre Charlie Kirk pourrait être un Mauser M98, calibre conçu pour la précision à longue distance. Ce modèle est connu pour sa robustesse, sa fiabilité, sa portée de tir, souvent utilisée à la chasse ou pour le tir sportif. Cette arme a été retrouvée dans une zone boisée avec plusieurs cartouches intactes. Il correspond à la description d'un fusil de haute puissance évoqué par le FBI, c'est-à-dire un fusil de précision classique sélectionné pour frapper à 200 mètres. Est-ce que vous pouvez déjà confirmer ces éléments? Et la deuxième question qu'on a envie de vous poser, avait-on des raisons d'attenter à la vie de Charlie Kirk pour toucher peut-être Donald Trump, puisqu'on sait que Charlie Kirk était un intime quand même du cercle Trump. Qu'est-ce que vous en pensez franchement, Manuel Pouchelet? Bon, le tir à arme à feu de précision, ça, l'enquête vient de le dire, il vient de donner les précisions que vous venez de m'indiquer ce soir. Maintenant, point particulier, quand on utilise des armes, notamment des fusils avec lunettes et de précision, ce personnage, monsieur l'assassin présumé, on va dire, n'aurait pas pu le faire sans avoir été entraîné. Ça, il faut être très clair sur la question. Un bon tireur, c'est plusieurs années d'entraînement, et me faire croire que les jeux vidéo l'ont entraîné à gagner du tir en précision, c'est faux, puisque quand vous faites du tir de longue distance, il faut prendre en compte plusieurs paramètres. Déjà, la distance, ajuster sa lunette, et un autre phénomène qui est le vent, puisque plus la balle va vite, plus elle est précise, mais également elle fait aussi des mouvements en fonction du canon du fusil, s'il est rayé ou non. Le Mauser est un fusil allemand, c'est le même type de fusil qui avait été utilisé lors de l'assassinat de Kennedy au lieu du Carcano, l'arme italienne de la Première Guerre mondiale attribuée à Lee Harvey Oswald. Hein. Ça, c'est des indications quand même qu'il faut avoir en tête. Oui, c'est une arme qui est précise, mais attention, vous savez, peu importe l'arme, quand on l'utilise, il faut être entraîné. Il faut être honnête, il faut être entraîné. Moi, je vais vous dire, j'ai eu la chance, j'ai une carrière militaire précédente. Les bons snipers, ils sont bons au bout de 5 ans. Et là, je précise, ce sont des tirs à 600, 800 mètres, hein, en étant sûr de mettre des balles dans une pièce de 3 euros, 2 euros, excusez-moi. Vous voyez, donc quelque part, il faut contrôler sa respiration, il faut avoir réglé son arme, sa hausse de tir. Donc forcément, il y a une reconnaissance des lieux, il y a eu également une appréciation de la distance, mais moi, ce qui me fait penser que ce jeune homme qui a fait le tir, il a été formé.
et peut-être que Militairement. l'enquête amènera ses formateurs quelque part, vous voyez. Donc c'est bien facile de dire oui, il a tiré comme ça. Non, c'est faux. Il faut forcément un entraînement. Et je vais être méchant, il n'y a pas de tuto sur Internet pour vous dire comment l'utiliser, ce fameux Mauser, même si c'est une arme de précision, soyons honnêtes. De toute façon, on vous avait parlé de tir sportif, c'est justement dans ce type de stand que l'on se forme, que l'on reçoit, on va dire, un enseignement, une instruction pour utiliser ce type d'arme, et plus on tire on tire du plus proche jusqu'au plus éloigné. Donc vous voyez, voilà, maintenant quelque part, je pense que j'ai un petit peu tout dit sur cette affaire. En effet. En ce qui concerne la suite, l'enquête le dira, mais vous verrez, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui vont arriver très rapidement dans cette enquête, parce que j'ai l'impression que l'administration de Donald Trump veut des résultats, et très rapidement. Vous savez, dans ce pays, ou même à l'échelle mondiale, quand vous regardez les événements qui se passent en ce moment, j'ai l'impression que personne n'est habitué au temps long. Cette enquête, elle est déjà quasiment, on va dire, bouclée d'avance. On sait qu'on a arrêté la personne. Maintenant, le tout est de savoir, est-ce qu'elle va parler, est-ce qu'elle va nous donner des indications, quelles sont ses motivations. Est-ce que c'est un message vraiment pour toucher le président américain? Je pense qu'il a tenté de le faire à sa manière, mais je pense qu'il y a d'autres moyens et d'autres possibilités de toucher le président américain en dehors de tirer sur ses sponsors, on va dire. On va dire ça comme ça, pardon. Alors, on avait dit que Charlie Kirk avait été un pro-sioniste jusqu'à récemment. Eh bien, jusqu'à quelques jours avant son assassinat, il s'était montré curieux, vu ses sorties médiatiques, il s'était montré curieux sur l'affaire Epstein en demandant au département de justice de mettre à disposition la totalité du dossier. Il parlait de plus en plus du lobby sioniste aux États-Unis. Il évoquait le complexe militaro-industriel impliqué dans la guerre en Ukraine. Ceux qui nous disaient, c'est sa phrase, ceux qui nous disaient que les armes de destruction massive étaient détenues par les Irakiens hier sont les mêmes qui nous parlent à longueur de temps de la bombe atomique iranienne. Et cerise sur le gâteau, Manuel Pouchelet, au sujet du 7 octobre, la fameuse offensive du 7 octobre de la résistance palestinienne, il nous dit comment un pays comme l'entité sioniste transformée en bunker a pu laisser 6 heures de massacre sans riposte. Qui a donné l'ordre de ne pas bouger cette journée-là, signé Charlie Kirk. Tout ceci est vérifiable, bien entendu, sur Internet. Il y a les vidéos, les documents. On le voit, Manuel Pouchet, sa prise de distance avec certains tours de contrôle, on va dire officieux, peut-être sont le début d'un commencement d'explications qui ont conduit à sa mort tragique ce mercredi. C'est un personnage gênant. C'est un personnage gênant avec toutes les informations que vous venez de nous communiquer. C'est un personnage gênant, mais en même temps, surtout, il faut savoir que l'affaire Epstein est une affaire qui ne sera jamais résolue puisque cette personne est morte en prison. Mais en même temps, il y a quelques semaines des révélations comme quoi le président Trump était lié à cette affaire Epstein. Donc quelque part, il y a aussi la volonté de faire disparaître certaines preuves quelque part. Il y a Ghislaine Maxwell qui est quand même vivante, hein, c'est un témoin clé. Hein. Oui, bien entendu, mais vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de zones d'ombre, il y a beaucoup de zones de non-dits qui demeurent encore dans le secret le plus absolu. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce sont des débats qui vont passionner les foules, on est bien d'accord. Maintenant, pour tout ce que vous m'évoquez, il faut laisser le temps au temps où progressivement nous aurons de nouvelles révélations sur cette affaire. Et bien entendu, tout ce qui touche au président américain, on voit à l'image ce qui s'est passé à Dallas avec l'assassinat du président Kennedy. On n'a pas oublié également ce qui s'était passé avec l'assassinat d'Abraham Lincoln, où d'ailleurs ils en ont même fait un film pour cette période douloureuse qui était la guerre de sécession. Donc si vous voulez, j'ai l'impression que dans cette Amérique bouillonnante de melting pot, il y a beaucoup de dossiers qui vont remonter à la surface, mais qui seront bien entendu contrôlés. Voilà, il faut être honnête. D'accord. C'est quelque chose qui est très particulier. On a une forme de secret que les administrations ne souhaitent pas communiquer. Et là, je précise bien, quel que soit le côté politique, démocrate ou républicain. Dernière question, Manuel Pouchet, on arrive à la fin. Je vous demande une courte réponse. Qu'est-ce que, selon vous, cet événement tragique va changer pour le futur, à la fois pour Trump et pour les États-Unis? Je pense qu'il y aura une mesure sécuritaire renforcée, comme d'habitude. Le tout est de savoir pour combien de temps, avec quels moyens. Et bien entendu, il y aura sûrement une redistribution des rôles dans les agences de sécurité. Je pense au FBI et à la CIA,
qui ces derniers temps ont eu des gros problèmes et de soucis d'anticipation, tout simplement. Pourquoi? Parce que les analyses sur les événements qui touchent les États-Unis, on appelle les early lessons et lessons learned, peinent à, on va dire, aboutir sur une doctrine assez précise, où justement elles ont besoin peut-être également de contacter d'autres agences de sécurité, pourquoi pas en Europe ou pourquoi pas sur d'autres territoires. Et ça sera le mot de la fin. Manuel Pouchelet, analyste en géopolitique, enseignant. Merci d'avoir été des nôtres, Manuel Pouchelet. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup et merci encore pour ce débat. L'échiquier international qui change d'horaire désormais. Le rendez-vous est à 18h tous les jours. Notez-le bien. Sinon, on se retrouve sur les plateformes internet habituelles. Bonne soirée et on se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien.